Votre invité Sonia Mabrouk, c'est François-Xavier Bellamy, député Les Républicains au Parlement européen. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Le port du voile dans les services publics à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. La position d'Emmanuel Macron est-elle claire ? Alors, on aimerait bien savoir, au-delà de la question de savoir ce qui est son affaire ou non, qu'est-ce qu'il propose véritablement pour permettre de lutter contre le communautarisme qui aujourd'hui menace de fracturer notre société. Et on aurait aimé, en tous les cas j'aurais aimé pour ma part, qu'il vienne soutenir son ministre de l'Éducation nationale qui a été vivement critiqué et qui a même été menacé récemment, Jean-Michel Blanquer, par Yacine Bellatar au micro de vos confrères, pour avoir osé dire que le voile n'était pas souhaitable et qu'il n'était pas souhaitable d'en faire la promotion à l'Éducation nationale. Il ne le fait pas. Emmanuel Macron ne soutient pas, selon vous, son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer ? Quand il dit que le voile dans l'espace public n'est pas son affaire, il y a évidemment une nécessité qui est celle de rappeler que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire et que porter le voile dans l'espace public n'est évidemment pas interdit. Ça n'empêche pas de constater qu'aujourd'hui, nous sommes devant une forme de fracturation de la société française qui devient une addition de communautés qui ne se parlent plus ou qui ne se reconnaissent plus de liens communs. Et ça, c'est notre affaire à tous. Et lutter contre ce communautarisme... Ça a l'air de vous avoir choqué cette phrase qu'il ait dit « ça n'est pas mon affaire ». Alors qu'il est président de la République. Ça ne me choque pas, mais ça fait des mois qu'on nous parle du grand discours que le président de la République doit tenir sur la laïcité. On n'a pas encore entendu ce discours et je le regrette comme un simple citoyen, comme un élu local qui a trop vu à quel point, au fond, et comme un enseignant aussi, à quel point aujourd'hui nous avons devant nous un défi immense qui est celui de refaire le lien et de lutter avec énergie contre les communautarismes qui se font jour non pas seulement dans les services publics ou à l'école, mais dans la société elle-même et contre lesquels il faut lutter. Le communautarisme est une chose. Emmanuel Macron a rappelé sa détermination pour lutter contre. Mais est-ce que derrière tout voile, il y a un signe communautariste selon vous ? Non, mais d'ailleurs Emmanuel Macron le dit lui-même et sur ce point je suis évidemment d'accord avec lui. Il y a dans le voile parfois une manière de mettre les gens à distance et de créer cette distance. Le voile, encore une fois, n'est pas interdit et je pense qu'il faut être très précis sur ce point. Nous devons respecter absolument le fait de croire. La liberté de conscience, la liberté religieuse, c'est une liberté fondamentale pour nous qui est protégée par la laïcité et d'ailleurs on aimerait que cette liberté elle soit aussi partagée dans tous les pays du monde, en particulier dans tous les pays musulmans. Et je note que vous n'êtes pas pour l'interdiction, vous n'êtes pas pour une nouvelle loi. Alors, en tous les cas, je crois qu'il faudrait compléter la loi et sur ce point, je suis d'accord avec les députés, les Républicains et avec Éric Ciotti en particulier qui l'a proposé. Et avec Jean-Michel Blanquer, qui semble être favorable à cette idée, je crois qu'il faudrait une loi pour compléter ce qui a été fait sur le voile à l'école, une loi qui a permis de garantir que les jeunes filles dans le cadre scolaire soient prémunies de la pression qui pouvait s'exercer sur elles et qu'effectivement, dans le cadre scolaire, on soit vraiment en République. Ce cadre scolaire, il s'étend aussi aux activités périscolaires parce que ceux qui contribuent au service public de l'éducation doivent être impliqués dans l'interdiction qui est faite aujourd'hui de porter le voile à l'intérieur d'une enceinte scolaire. Ça, pour le coup, je crois que sur ce point, il faudrait une clarification. Et puis ensuite, il faudrait que nous puissions repenser le grand défi qui est la laïcité pour demain. Je dois dire, ça paraîtra peut-être paradoxal. Pour le président, selon lui, il n'y a pas de problème par rapport à la laïcité. Selon lui, il y a une loi qui est claire et point à la ligne. C'est la laïcité, point, si on voulait résumer un petit peu la position d'Emmanuel Macron. Ça ne vous convainc pas ? Il faudrait proposer à Emmanuel Macron de venir peut-être un peu plus souvent sur le terrain, de venir rencontrer des élus locaux. Vous ne connaissez pas, selon vous, la réalité du terrain ? En tous les cas, quand on discute avec des élus locaux, quand on discute avec des enseignants, quand on discute avec des acteurs sociaux, on ne peut que constater qu'aujourd'hui, oui, nous avons un vrai problème à faire vivre la laïcité sur le terrain, dans la société. La laïcité, ça n'est pas seulement une sorte de règle abstraite qui s'imposerait uniquement dans les services publics, c'est aussi, je le disais, la protection de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas, la protection des convictions, mais c'est aussi le fait qu'effectivement, et c'est par exemple le cas dans le débat démocratique, nous devons venir à cette expérience démocratique avec des raisons et non pas avec d'abord des revendications communautaristes. L'autre sujet, justement, puisque vous parlez de communautarisme, ce sont les listes communautaires aux élections. Ce n'est pas au gouvernement de décider qui a le droit de se présenter ou non, estime et juge Matignon. Édouard Philippe semble penser que c'est un combat plus politique et culturel, qu'il ne faut pas légiférer. Il a raison ? C'est très curieux parce que le premier à avoir mis cette idée sur la table, c'était Gérald Darmanin, qui est l'un de ses ministres. Donc c'est la preuve que cette préoccupation, elle traverse tous les camps politiques. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes juridiques à interdire cela. En tous les cas, considérer qu'il s'agirait là d'un débat artificiel et purement politicien, c'est
nier la réalité. Aujourd'hui, nous le voyons, il y a des listes communautaristes qui se sont présentées aux élections européennes, qui vont se présenter aux élections municipales, et derrière des listes qui s'affichent ostensiblement comme communautaristes, il y a aussi, il faut bien le dire, dans beaucoup de villes, des pressions qui vont s'exercer dans un sens communautariste sur des candidats aux élections municipales. Mais comment définir, François-Xavier Bellamy, des listes communautaires ou communautaristes? Est-ce que parler de religion lors d'une élection, est-ce que ça conduit à constituer une liste communautaire? En tous les cas, se présenter à une élection comme le représentant d'une religion, c'est évidemment une manière de regarder la démocratie comme l'expression d'une confrontation entre des communautés religieuses ou des communautés de conviction. Et ça, pour le coup, je crois que c'est très dangereux. Nous nous présentons, je le disais à l'instant, devant le débat démocratique, non pas comme les représentants ou les défenseurs d'une communauté, mais comme des citoyens qui doivent présenter leurs raisons. La nuance est importante. Vous dites une liste communautaire, c'est quelqu'un qui se présente et qui est présenté au nom d'une religion, parce que vous-même, c'est autre chose, vous n'avez pas caché votre croyance religieuse, votre catholicisme, assumé vos références aux racines chrétiennes de la France. Là, vous dites non, c'est autre chose. Alors, d'abord, il n'y a pas de raison de cacher ce en quoi on croit. Chacun a le droit de croire, encore une fois, et de participer à la vie démocratique comme un citoyen, mais d'y participer comme un citoyen. Et je vous ferai remarquer que pendant toute la campagne que j'ai menée l'an dernier, j'ai été sans cesse reconduit à cette question de la religion ou de la confession religieuse, alors que pour ma part, je n'ai jamais employé dans le débat politique mais à laquelle vous répondez sans religieux. Tabou. Non mais que mes engagements soient connus, c'est la moindre des choses que les citoyens puissent le savoir. Mais en revanche, la religion ne fait pas autorité sur le plan politique. Et c'est très important. Et jamais je n'ai défendu une proposition, une mesure, un projet au motif d'une religion ou d'une conviction religieuse. Jamais. Parce que je suis aussi professeur de philosophie et c'est la même chose en philosophie. Justement, quand on rentre dans un débat philosophique, on y rentre avec des raisons qui permettent d'avoir un dialogue. Quelles que soient vos convictions religieuses, quand nous sommes citoyens, nous pouvons parler ensemble de problèmes qui nous concernent ensemble. Et nous ne sommes pas là pour défendre les valeurs de telle ou telle communauté. Vous parlez de philosophie, François-Xavier Bellamy. Elle est philosophe, Sylviane Agacinski, connue notamment pour ses positions contre la PMA, la GPA qu'elle qualifie de marchandisation du corps. Elle devait participer à une conférence débat à l'Université de Bordeaux. On a appris hier que le rendez-vous a été annulé du fait de menaces violentes. Qu'en avez-vous pensé? Il se passe quelque chose de très grave dans notre pays. Quelles que soient nos convictions sur la question de la PMA ou de la GPA, nous devrions nous sentir tous concernés par le fait qu'aujourd'hui, la menace de la violence puisse empêcher des gens de s'exprimer, en particulier une intellectuelle comme Sylviane Agacinski, qui vient plutôt des rangs de la gauche, qui n'a jamais eu un discours violent, ni un discours sectaire. Vous avez entendu tout à l'heure, dans notre journal de 8 heures, le représentant d'une des associations qui a fait pression pour qu'elle ne vienne pas. Il parle de propos LGBT-phobes de la part de Sylviane Agacinski. Mais c'est une forme de communautarisme, pour y revenir tout à l'heure. On peut être contre la PMA sans avoir aucune espèce d'homophobie. On peut être contre la GPA sans se prononcer contre une communauté. On se prononce contre la GPA, comme le fait Sylviane Agacinski, parce que Sylviane Agacinski milite depuis très longtemps contre la marchandisation du corps et l'extension du domaine du marché jusqu'au corps humain et jusqu'à la vie humaine. Il n'y a rien là-dedans qui soit LGBT-phobe. On peut être contre son avis, et dans ce cas qu'on donne des raisons. Mais il ne suffit pas de considérer que son avis nous déplaît pour menacer de violence l'université qui va lui permettre de s'exprimer. Vous avez dit quelque chose de grave arrive à notre pays quand je vous ai posé la question. C'est quoi ce qui est grave? Eh bien, c'est ce développement d'une forme de violence qui voudrait empêcher des opinions contradictoires de s'exprimer. Je pense à Sylviane Agacinski, à qui je voudrais dire mon soutien aujourd'hui, parce que c'est, j'imagine, très douloureux et éprouvant de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais je pense aussi, par exemple, à Zineb El Razoui, qui est menacée de mort aujourd'hui pour avoir osé défendre la laïcité dont on parlait tout à l'heure. Je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre pays ressentiront le fait que cette espèce de menace ou de tension qui pèse sur le débat nous empêche de partager des avis contradictoires. Et pour le dire positivement, retrouvons un peu la jubilation démocratique, la joie de l'échange contradictoire. Pour ce qui me concerne, je présente des convictions, en tant que professeur de philosophie et comme responsable politique. J'ai proposé un projet dans la campagne de l'élection européenne, mais j'aime entendre des gens qui ne pensent pas la même chose que moi. Et sur la scène européenne, un plan B, B comme Breton, Thierry Breton, candidat de la France d'Emmanuel Macron à la Commission européenne, 15 jours après le rejet de Sylvie Goulard. Vous considérez que c'est un bon profil ?
Mais il va y avoir toute la période des auditions qui va commencer maintenant. Comme j'ai participé à l'audition de Sylvie Goulard, je participerai aussi à celle de Thierry Breton. Je me prononcerai après avoir écouté Thierry Breton. Vous le connaissez, ancien ministre, patron d'un grand groupe, connaisseur de la scène européenne. Je pense que vous avez votre avis. Non, je crois qu'a priori, il présente beaucoup de qualités pour ce poste parce qu'il a une véritable expérience des sujets et ça, c'est précieux. Maintenant, il y a aussi beaucoup de questions qui vont être posées sur le fond des stratégies qu'il entend mener. Et vous savez, cette procédure au Parlement européen... J'allais dire pas de procès d'intention, pas d'opposition dès le départ. Bien sûr que non. Et j'ai du mal à comprendre pour le coup certains de nos collègues qui arrivent déjà à ce débat avec une forme de condamnation de principe. On ne peut pas vouloir que les gens soient compétents et vouloir qu'il n'ait pas eu de passé. Cela étant dit, encore une fois, nous allons mener cette audition avec sérieux et de manière constructive, mais en même temps de manière rigoureuse, comme nous l'avons fait avec Sylvie Goulard. On va suivre tout cela. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.